Grégoire Bouillet, le dossier M, livre 1, partie 17. Sauf que là, tout de suite, je vais interrompre mon récit. Il le faut. Après tout ce que d'elle, j'ai pu raconter, dévoiler, offenser, décevoir, afin de me protéger, pour lui échapper. Il le faut puisqu'elle est morte aujourd'hui. Parce que cette nuit, ma mère est morte. Ma mère, ma maman, est décédée. Cette nuit. Elle est morte pendant son sommeil, dans son lit, à 73 ans, d'une insuffisance respiratoire ayant provoqué, au dire des pompiers qui ne sont pas parvenus à la ranimer, un arrêt cardiaque. Elle ne s'est finalement pas suicidée. Elle n'est pas morte de mort violente, comme on dit, mais dans son sommeil, comme personne ne parvient jamais aux fins qu'il se propose, si tant est que la mort puisse être non violente. Lorsque mon père m'a appelé ce matin au téléphone pour m'annoncer la nouvelle de la mort de ma mère, j'étais en train d'écouter cette émission à la radio sur la musique de Richard Wagner. Et cette émission sur la musique de Richard Wagner était tout à fait intéressante. Je la trouvais passionnante et je n'avais pas envie de répondre au téléphone, qui s'était mis à sonner tellement j'avais l'impression de comprendre enfin quelque chose à la musique de Richard Wagner, à propos de laquelle je n'ai jamais eu que des idées toutes faites, et même des réprobations toutes faites, faute d'avoir jamais éprouvé le moindre plaisir à écouter la musique de Richard Wagner, qui, au bout de quelques mesures, fût-ce le prélude de Tristan et Isolde, m'a toujours donné envie d'écouter immédiatement une musique aussi éloignée que possible de la musique de Richard Wagner. Et, par exemple, Kid Creole and the Coconuts, par exemple, de la viole de gambe, une gavotte, par exemple, Miles Davis, Kind of Blue. Mais qui suis-je pour ne pas apprécier la musique de Richard Wagner? Qui pour avoir envie de me boucher les oreilles aux valkyries wagnériennes, qui m'ont toujours paru plus vociférantes que cantabilées? Qui pour juger cette musique affreusement hollywoodienne, alors que Hollywood n'existait pas à l'époque de Richard Wagner? Qu'est-ce que je connais à la musique de Richard Wagner, hormis ce que Hitler en a fait, comme de la truite sauce au beurre blanc? Sauf que j'aimais la truite sauce au beurre blanc avant de savoir pour Adolphe, ce qui n'est pas le cas de la musique de Wagner, que j'ai tout de suite détestée. Spontanément, dès les premières mesures, sachant que j'aime bien qu'une femme jouisse, mais pas qu'elle hurle. Sachant qu'il est possible que la réputation hitlérienne de la musique de Richard Wagner ait pu précéder mon écoute de la musique de Richard Wagner, pervertissant ainsi mon jugement, faussant mon oreille, sans que je le soupçonne, étant conditionné à mon insu à détester la musique de Richard Wagner avant même que d'entendre la moindre note de la musique de Richard Wagner. Cette éventualité n'étant pas à exclure, étant même très plausible, j'en ai bien conscience. Il aurait fallu que j'écoute la musique de Richard Wagner sans savoir que j'écoutais à ce moment-là la musique de Richard Wagner. Sauf que je suis incapable de dire aujourd'hui si ce cas de figure s'est jamais présenté et, de ce fait, il n'est pas impossible qu'écoutant la musique de Richard Wagner, ce qui arrive cependant rarement, ce soit la mauvaise réputation de la musique de Richard Wagner que j'ai toujours entendue, son affreuse et hitlérienne réputation, en lieu et place de la musique de Richard Wagner pour elle-même, et oui, peut-être me faut-il admettre que je n'ai jamais écouté de toute ma vie la moindre note de musique de la musique de Richard Wagner finalement. C'est tout à fait possible. C'est même très probable, alors que j'ai lu Thomas Bernard, comme tu peux le constater. Mais là n'est pas la question.
Jusqu'où mon ignorance peut-elle tenir lieu de jugement, que ce soit à propos de ceci ou de cela, et en l'occurrence de la musique de Richard Wagner? Avant de tomber par hasard sur cette émission consacrée à la musique de Richard Wagner, je ne m'étais jamais demandé pourquoi je n'aimais pas la musique de Richard Wagner. Je n'y avais jamais réfléchi. Je ne l'aimais pas, ce n'était pas plus compliqué, sachant que le fait de détester spontanément la musique de Richard Wagner n'aidait pas non plus à approfondir le sujet. Qui perd son temps à se demander pour quelles raisons il n'aime pas ceci ou cela? Les endives, par exemple. C'est un exemple. Il a mieux à faire, il le croit. À tort. Car nous ne sommes pas seulement ce que nous aimons et chérissons, nous sommes aussi ce que nous n'aimons pas et détestons. Peut-être sommes nous-mêmes plus férocement ce que nous détestons que ce que nous aimons, et ainsi élucider nos détestations, s'en soucier, serait nous élucider nous-mêmes, et à tout le moins en apprendre long sur notre compte. Oui, mais nous avons spontanément tendance à détourner le regard devant ce qui nous rebute. Nous n'avons pas envie de nous infliger ça. Bien assez de choses nous hérissent déjà le poil sans en remettre une couche. C'est bien normal. Surtout que l'horloge tourne. Notre temps est compté, et pourquoi le gâcher à de viles besognes? Qu'il s'agisse de la musique de Richard Wagner ou d'une tache sur la peau de Catherine Deneuve, de n'importe quoi provoquant chez nous un instinctif mouvement de recul, presque un effroi, sans garantie qu'il ne s'agisse pas de nos contre-instincts. Et voici que j'obtenais tout à coup des réponses, par la magnifique voix des ondes, en l'occurrence la voix de France Culture, dont je ne dirai jamais assez tout le bien que je pense d'une radio qui, pour pas un rond, le jour mais surtout la nuit, permet à qui le souhaite, où qu'il se trouve, quelle que soit sa condition, riche ou pauvre, vieux ou jeune, moche ou beau, homme ou femme, d'entendre parler de Diderot ou de Michaud, des mœurs sexuelles dans la Grèce antique ou de la vraie vie de Fantomas, du phénomène des hikikomori ou des maximes de Vauvenargues, des fruits étranges de Billie Holiday, de la physique quantique et du 11 rue Simon Crubelier, des feuilles d'hypnose ou de la musique des arbres, sans oublier le Misanthrope en intégralité, l'Isistrata d'Aristophane en intégralité, le mystère de la chambre jaune en intégralité, le procès Pétain reconstitué en intégralité, l'Odyssée d'Homère en intégralité, récitée une nuit entière par les conteurs du Centre de littérature orale, une semaine pleine consacrée à Kafka de l'intérieur, une nuit spéciale Don Quichotte ou Maldoror ou J.K. Chesterton, la série des 25 histoires de peinture de Daniel Arras, ô joie, ô merci, et tant d'autres sujets dont, pour ma part, je n'aurais jamais entendu parler si France Culture ne me les avait fait découvrir, et quel luxe, quelle ivresse auditive, que de voyages aux confins des mondes sans bouger de ma chambre, quel soulagement tout à coup. Il me suffit de me brancher sur 93.5 et voici que des voix me parviennent et elles ne sont pas les miennes. J'entends des voix et elles me font tendre l'oreille. Elles ont des trucs à me dire et à m'apprendre, qui me font réfléchir, me confortent ou m'intriguent, jusqu'à les noter parfois dans un de mes petits carnets. Je ne t'apprends rien. Tant pis s'ils sont moins de 2% à écouter France Culture. Ce sont toujours 2% qui, à leur niveau individuel des choses, ne veulent pas mourir totalement idiots, veulent échapper au bruit ambiant, respirer un autre air, résister à l'immondice présente. Tant pis si 98% des gens refusent de saisir cette chance qu'une telle radio puisse exister et qu'elle puisse encore exister par les temps qui courent, pour pas un rond. Cela ne durera pas éternellement, c'est à craindre. Je ne serais pas surpris que cela soit déjà prévu. Puisque cette radio est parfaitement superflue. C'est-à-dire qu'elle est plus utile à une infime minorité qu'à une majorité de gens, dont pour le coup je fais partie. Et par parenthèse,
j'aimerais bien que cette minorité obtienne les mêmes droits que les autres. Parce que cette radio est plus nécessaire à quelques individus qu'au monde qui fait son beurre d'une misère massivement entretenue par le divertissement et vlant dans la face du monde. Chut, chut. Bien envoyé, monsieur Gicle. Cette radio dissonne dans l'époque, avec ses archives, sa mémoire radiophonique, ses sons venus d'ailleurs. Elle est une incongruité, que dis-je, une aberration à elle toute seule. Elle a beau être financée par l'État, elle est la radio la plus underground de France. Et voilà un paradoxe de plus. Mais bon, 2% c'est déjà énorme. C'est inespéré. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, ma mère est morte cette nuit. C'était ce matin et le téléphone s'est mis à sonner juste au moment où, revenant de la cuisine avec 2 verres de whisky et m'apprêtant à pousser la porte entrebâillée du salon où écrivait M, je rigole. J'écoutais à cet instant cette matinale sur la musique de Richard Wagner et le type qui parlait au micro n'était pas Leslie Thompson. Impossible, ce n'était pas sa voix, même si je ne connais pas la voix de Leslie Thompson. Ni ne me rappelle le nom du type qui, à cet instant, parlait à la radio de la musique de Richard Wagner. Sinon qu'il était à consonance espagnole. Et bref, assez ri, même si c'est nerveux. Une chose est sûre, ce type qui parlait à la radio, pour autant que je pouvais en juger, en savait long sur la musique de Richard Wagner. Il en savait très long. On sentait qu'il était un spécialiste de la musique de Richard Wagner. Et au moment où le téléphone se mit à sonner dans la pièce, ah zut, fais chier, j'étais captivé par ce que disait ce spécialiste de la musique de Richard Wagner. Si je comprenais bien, il associait la révolution musicale orchestrée par Richard Wagner à la révolution industrielle, dont la musique de Richard Wagner était contemporaine, et dont elle était, affirmait ce type qui, concernant la musique de Richard Wagner, touchait manifestement sa bille, la véritable bande-son. Ah oui, très intéressant. Je hochai la tête en entendant ce type, dont je ne voyais pas plus le visage que celui de l'importun qui avait la déplorable idée de me téléphoner à cet instant, déclarer que la musique de Richard Wagner appartenait aux tendances les plus profondes de son époque, en même temps qu'elle les enregistrait. Des tendances telles que transformer toute chose en spectacle, et, tendant l'oreille, parce que la sonnerie du téléphone perturbait mon écoute, pas question de décrocher, hein. On rappellerait, ça pouvait attendre, ça peut toujours attendre, tandis que l'émission et mon intérêt pour elle ne le pouvaient pas. Je m'inquiétais soudain de la musique qui, aujourd'hui, véhiculait actuellement les tendances profondes de notre époque, et si, dans le lot, il y en avait que j'écoutais volontiers et auxquelles j'étais même particulièrement sensible, je ne me rappelle pas le nom de ce type, mais j'avais très envie qu'il en dise un peu plus sur le fait que la musique de Richard Wagner s'arrangeait pour effacer les traces de sa composition. Exactement comme le capital dissimule le processus de travail dont il a besoin pour fonctionner. Parce que je n'étais pas certain de comprendre comment la musique de Wagner parvenait à dissimuler, sous un emballage séduisant, le processus de production qu'il a fondé. Oui, j'avais l'intuition que ce type, qui semblait décidément très calé sur la musique de Richard Wagner, mais pas seulement, touchait là du doigt quelque chose que j'avais moi-même très envie de toucher du doigt. Et ainsi avais-je hâte qu'il précise sa pensée, et d'en apprendre davantage, afin de percer le secret de la musique de Wagner, et, je l'avoue, tandis que le téléphone n'en finissait plus d'insister, mais quel emmerdeur celui-là, de conforter ma détestation de la musique de Richard Wagner grâce à des arguments un peu plus solides que ceux que me suggérait l'écoute aussi peu érudite que hâtive qui était la mienne de la musique de Richard Wagner. Sachant que beaucoup de gens adorent la musique de Richard Wagner et voient en elle un summum de la musique occidentale comme de la modernité, j'appréciais que l'occasion me soit donnée,
ce matin-là, d'élucider ce qui m'échappait dans la musique de Richard Wagner, et je l'espérais, de l'élucider une bonne fois pour toutes. C'est à ce moment-là que la voix de mon père, comment dire, elle éclata dans la pièce, amplifiée par le répondeur qui venait de s'enclencher. D'un coup, sa voix explosa dans la pièce, parce que le volume du répondeur était toujours poussé au maximum afin que ma fille, depuis sa chambre située à l'autre bout de l'appartement, puisse entendre quelle copine l'appelle. Et la voix de mon père, elle ne déflagra pas seulement dans l'espace, éparpillant en un instant la structure moléculaire de l'air qui régnait dans la pièce, elle hurlait mon nom dans le répondeur. Elle hurlait que je réponde si j'étais là. Elle hurlait que je décroche. Si fort et de façon tellement démente que je me suis précipité le cœur déjà aux 100 coups pour décrocher immédiatement le combiné. Davantage pour faire taire cette épouvante que pour entendre ce que mon père avait à me dire, n'en ayant à cet instant pas du tout envie, pressentant qu'une catastrophe venait de se produire, c'était évident, alors que j'étais tranquillement en train d'écouter une passionnante émission sur la musique de Richard Wagner. Mais il y avait urgence, aucun doute. Il venait de se produire quelque chose d'horrible pour que mon père soit dans cet état. Et, décrochant le combiné, je ne respirais déjà plus. Je me blindais déjà, prêt au pire, paré au choc, conglutiné d'avance en moi-même, durci tout au fond, ayant compris qu'un nouveau drame était arrivé, un drame terrible à l'évidence, encore un de plus, mon Dieu. C'était quoi cette fois ? Mon Dieu, moi ne voulant pas le savoir à cet instant, préférant ne pas, refusant instinctivement d'apprendre la nouvelle, comme on a le réflexe de lever le bras devant la main qui se lève sur soi, afin de chercher à se protéger, moi intérieurement dans cette posture, moi cherchant à retenir le moment où l'horreur qui venait à l'évidence d'avoir lieu ne s'était pas encore produite dans ma vie. Dans un instant, elle la ferait basculer dans je ne savais quelle angoisse, depuis une hauteur de je ne savais combien d'étages. Mais je refusais à cet instant d'entendre la suite. Je ne voulais rien savoir. Je voulais de toutes mes forces retenir le temps, le suspendre, que s'éternise la fraction de seconde où l'orage n'avait pas encore éclaté au-dessus de ma tête, avant d'apprendre... Quoi ? Quoi cette fois ? Je fermai les yeux. Mon sang figé dans mes veines. Ma poitrine aux 100 coups. Mon angoisse, oui, mais aussi mon exaspération de ce qui allait suivre. Mon exaspération, oui, mais aussi déplacée que cela paraisse, ma frustration d'être interrompu de façon si dramatique dans mon écoute de cette émission sur la musique de Richard Wagner au moment où celle-ci devenait particulièrement instructive. Mon père n'aurait-il pas pu attendre la fin de l'émission pour m'annoncer que ma mère venait encore une fois de... Quoi ? Quoi cette fois ? Cela aurait changé quoi ? Fallait-il me l'annoncer dans la minute et en hurlant mon nom, ajoutant ainsi la panique à l'effroi ? Bon Dieu, il s'agissait de quelle horreur ce coup-ci ? Avais-je gémi en moi-même, sans vraiment gémir, tout allait trop vite, tandis que je demandais à mon père ce qui se passait. D'une voix que je voulais la plus calme et posée possible, mais que je savais d'une lassitude absolue, d'une rage à fleur de peau. À la perspective du coup de hache que j'allais recevoir, du choc en pleine poitrine, du pataquès sanglant, oh la belle journée bien pourrie qui s'annonçait. Et entendant alors mon père m'annoncer dans un cri que ma mère était morte dans la nuit et... Je ne veux pas dire que je fus soulagé d'apprendre que ma mère venait de décéder là, cette nuit, dans son sommeil. Il y avait seulement quelques heures, non. Je ne fus pas soulagé. Mais je sais avoir pensé à toute vitesse, de façon indicible, que c'était l'ultime fois que ma mère me donnait un coup de hache. Plus jamais elle ne me donnerait un coup de hache,
N'ai-je pu m'empêcher de penser à toute vitesse, de façon indicible, avant toute autre pensée, avant de réaliser ce que signifiait le fait que ma mère, ma maman, était morte, mes doigts crispés sur le combiné du téléphone, mes yeux fixant maintenant la fenêtre et, par-delà la vitre fermée, le petit jardin privatif, décimé par l'hiver. En même temps, cette femme, ma mère, ma maman, avait été si intense de son vivant. Elle avait si injustement souffert. On l'avait tellement démolie. Je l'avais tellement dépitée. En même temps, je n'étais pas vraiment triste. Je ne peux pas dire. J'aurais aimé être triste. J'aurais aimé sentir le chagrin se lever puissamment en moi et que me submerge à cet instant de prodigieuses forces émotionnelles, à la fois signe et spectacle de l'affliction la plus sincère, et plus sourdement, tremplin de détresses diverses et variées, trouvant là un prétexte pour donner leur pleine mesure, comme un virus trouve un hôte pour l'héberger et le dévorer de l'intérieur. Mais non. Désolé. Mille excuses. J'étais à ce moment-là comme l'étranger de Camus. J'étais l'étranger de Camus en écoutant mon père, en pleurs à l'autre bout du fil, complètement dévasté, m'annoncer la mort de sa femme, et accessoirement la mort de ma mère. Moi demeurant aussi impassible et réfractaire à l'annonce de cette nouvelle que l'étranger de Camus demeure impassible et réfractaire à l'enterrement de sa mère. Et je n'ai pas la prétention d'élucider la psychologie de l'étranger de Camus, surtout pas. Mais se pourrait-il que Meursault, puisque tel est son nom, demeure sans réaction particulière à l'annonce de la mort de sa mère, non en raison d'une insensibilité pathologique qui, dans le roman, le conduit in fine à l'échafaud, puisque, davantage que pour avoir tué un arabe sur la plage, c'est parce qu'il paraît aux yeux de tous un homme sans cœur, comme on dit, qu'il est condamné à mort. Oui, dis-je, se pourrait-il que Meursault ne manifeste aucune affliction visible à l'enterrement de sa mère, non en raison d'une insensibilité effrayante et coupable, dis-je, mais parce que, à son niveau d'amour filial, sa mère, sa maman, serait, en son fort, décédée depuis très longtemps, exactement comme ma mère, ma maman, est décédée en mon fort depuis sa première tentative de suicide à laquelle j'assistais lorsque j'avais 7 ou 8 ans et où, la croyant morte, la voyant morte, elle mourut effectivement pour moi ce jour-là, ma mère, ma maman. Car ce jour-là, je devins orphelin. Je le sais aujourd'hui. Et il fallut que meure réellement ma mère, ma maman, pour que je réalise qu'elle l'était pour moi depuis très longtemps. Affectivement, elle mourut en mon fort lorsque j'avais 7 ou 8 ans. Lorsque, voyant ma mère morte, je crus qu'elle l'était, et je le crus tout le temps qu'elle fut conduite à l'hôpital, et tout le temps qu'elle y resta. Oui, pendant je ne sais combien de temps, je vécus dans la certitude que ma mère, ma maman, était morte. J'éprouvai l'incrédulité qu'elle ait cessé de vivre. Je connus qu'elle m'avait abandonné, oui. Maman est morte, me disais-je en mon fort. Ma mère est morte, me répétais-je, et de formuler ces mots, ils devinrent vrais. Ils se gravèrent en lettres de sang dans mon esprit, et plus jamais ne purent s'effacer. Les mots font exister ce qui, sans eux, n'a pas lieu d'être. Penser certaines choses les rend réelles et impossible de revenir ensuite en arrière. Il est trop tard. Ne pas me dire que ma mère, ma maman, était morte, voilà ce qu'il aurait fallu. Cela aurait maintenu vivante la fiction de son existence, oui, je l'aurais maintenue en vie à mes propres yeux. Mais je prononçai la phrase fatidique, et en un mot en entraînant un autre, je me fis à l'idée que ma mère était morte. Je pris psychiquement mes dispositions concernant la brutale disparition de ma maman. Dès l'instant où je la crus morte, je commençai mon travail de deuil, comme on dit, et rien ne put par la suite m'empêcher de le mener à son terme. Comme un drap se déchire et ne peut plus être recousu.
C'est au point que voir revenir ma mère, ma maman, à la maison, et par la suite voir celle qui n'était plus ma mère, qui ne pouvait plus être ma maman puisqu'elle était morte, puisqu'elle m'avait abandonné et qu'elle m'avait laissé tout seul dans l'existence, tout nu et sans protection, et pour tout dire, sans l'amour d'une mère dans la vie, oui, dis-je, la voir pendant des années parler et bouger et rire et danser et agiter un torchon comme s'il était le drapeau noir de Surcouf, et se disputer avec mon père, et me serrer dans ses bras, et venir m'embrasser avant d'éteindre la lumière, et fumer des cigarettes, et cuisiner le soir des coquillettes, et tenter de nouveau de se suicider m'a toujours paru quelque peu incongru. Comme qui dirait déplacé. Comme si j'avais devant moi un fantôme. Voilà, un fantôme. Cette sensation que plus rien n'était réel, et, en tous les cas, que quelque chose avait cessé d'être adéquat, et que la réalité, ce qu'on appelle la réalité, ne coïncidait plus exactement avec le sentiment que j'en avais. Et pour en savoir plus sur l'écart qui s'ouvre parfois de façon indicible entre les choses et nous, entre les êtres et nous, je ne saurais trop conseiller de contacter l'IRCAM. En sorte, apprendre que ma mère venait de mourir dans la nuit remédia à un problème que je gardais jusqu'ici d'autant plus secret que j'étais incapable de l'appréhender. En un instant, l'annonce de son décès résolut en même temps qu'elle me révéla la contradiction qui était la mienne. Celle-ci se confondant avec un inaltérable sentiment d'injustice tellement je sais n'avoir jamais digéré que ma mère, ma maman, se donne la mort et puisse réapparaître peu après comme si de rien n'était. D'une certaine manière, à mon niveau individuel des choses, que je m'avoue seulement maintenant, je crois n'avoir jamais supporté cette situation. Je sais n'avoir jamais compris qu'elle puisse se tuer un soir et revenir le matin d'entre les morts. Je ne l'avais jamais admis, et s'il me faut tout dire, je crois bien le lui avoir reproché. J'en suis même certain. Les gens, dont je fais partie, ont le génie de faire des trucs qui nous empêchent de les aimer. Et d'après mon expérience, qui vaut ce qu'elle vaut, mais pas moins non plus, ils font souvent ce genre de choses. Alors qu'on est plein d'amour pour eux, ils fichent tout en l'air, ils nous empêchent de les aimer, et ils nous privent de la possibilité de les aimer, et c'est irréparable. En sorte, les gens meurent en nous bien avant que de mourir pour de vrai, et que ma mère, ma maman, décède pour de vrai ne fit qu'officialiser une situation que, depuis l'âge de 8 ans, je considérais par devers moi comme officieusement advenue. Et c'est peut-être une piste pour comprendre le personnage de l'étranger de Camus. Dois-je préciser que la mort de ma mère, ce qui fut pour moi sa mort véritable lorsque j'avais 7 ou 8 ans, ne me laissa pas insensible, loin s'en faut. Le gamin que j'étais à l'époque la pleura en silence. Il la pleura comme un enfant pleure sa mère et réalise qu'il ne pourra plus jamais compter sur sa maman. Et saisi d'un effroi inconnu, voici qu'il comprend que s'il s'égare un jour dans la forêt, il ne pourra plus appeler au secours celle vers qui ses bras se tendaient naturellement afin qu'elle le prenne dans les siens et le cajole et le rassure et le protège et l'aime. Voici qu'il n'a plus personne qu'il puisse appeler à l'aide, et voici qu'il n'appellera plus jamais quelqu'un à l'aide de toute sa vie. Il est seul désormais, tout seul, et il le sait. Il le comprend intuitivement. Il ne croit plus que quiconque puisse l'aider et puisse jamais l'aider, et il se débrouille pour que ce soit le cas. Qu'il le déplore ne change rien, alors qu'il adorerait avoir des soutiens. Mais il lui est interdit d'en demander, et, insensiblement, ou plutôt sensiblement, il s'enferme en lui-même. Il coupe son lien aux autres. Il se sent rejeté. Il se croit indigne d'amour. Il s'en persuade. Il se rend à l'évidence qu'elles sont perdues, la confiance, la sécurité, la chaleur humaine.
Et puis, l'amour inconditionnel. Ainsi, l'adulte que je suis devenu n'éprouva-t-il aucun chagrin véritable à l'annonce que la femme qui avait été sa mère, sa maman, venait de mourir, ce qui, par-delà le niveau familial des choses, n'en est pas moins une catastrophe humaine au regard du sort innommable qui nous attend tous. Ce chagrin, il avait été éprouvé en silence des années auparavant, et dans ce silence, s'était dilué désarroi et détresse. S'était cimenté la dureté la plus solitaire. Devant qui l'enfant que j'étais aurait-il pleuré la mort de sa maman, puisque elle était toujours en vie, et ce jusqu'à l'âge de 73 ans, jusqu'à ce matin. En même temps que mon père m'annonçait la mort de ma mère, la radio marchait toujours, et dans mon dos, j'entendais le type qui parlait de la musique de Richard Wagner continuer d'en parler, comme si ma mère n'était pas morte ce matin. Et je ne pouvais m'empêcher de tendre l'oreille à ce qu'il disait maintenant à propos de la musique de Richard Wagner. C'était plus fort que moi. Était-ce une façon de mettre à distance l'annonce de la mort de ma mère et de trouver une échappatoire? Façon d'échapper aux sentiments qui m'agitaient, à la fois complexes, désastreux et contradictoires, comme s'il était trop tôt pour que j'éprouve quoi que ce soit de sincère et d'approprié. Façon de me protéger de la douleur de mon père qui, immense au téléphone, oppressante, m'écrasait et ne me laissait aucune place, pas même un strapontin, en plus de m'indisposer comme une vulnérabilité chez lui d'autant plus éprouvante que je ne la partageais pas, surtout que sa détresse focalisée sur la mort de sa femme, comme s'il ne s'agissait pas aussi de ma mère, comme s'il n'y avait que lui à être impliqué, et qu'il n'était pas, à cet instant, mon père s'adressant à son fils. Ou parce que, me parvenant en même temps, deux voix sans visage se disputaient mon attention, l'une aussi invisible que l'autre, l'une émise depuis un pôle négatif, anode, et l'autre depuis un pôle positif, cathode, mais toutes deux me parvenant par le même canal depuis un hors-champ fabuleux, me prenant l'une et l'autre en sandwich, jusqu'à faire de moi le lieu de leur précipitation auditive, sans que je puisse faire la part des choses. Il aurait fallu que je bouche mes oreilles. Je te laisse juge. Mais le fait est que je cherchais aussi à écouter la suite de l'émission sur la musique de Richard Wagner, et que cela tint à mon intérêt radiophonique du moment, considéré comme un antidote à cette autre émission qui me parvenait par voie téléphonique, c'est égal. C'est comme ça. Je me dédoublais, ou plutôt, je devins intermittent. Tandis que mon père me racontait avec des hoquets dans la voix comment il avait trouvé sa femme, ma mère, inanimée sur l'oreiller, et comment il avait constaté qu'elle ne respirait plus dans le lit. Comment il s'était finalement réveillé à côté de sa femme morte et, passé un instant de stupeur, comment il s'était précipité pour appeler les pompiers dans un état de totale stupeur et d'angoisse absolue. J'entendais plus ou moins à la radio le type dont je ne me rappelle pas le nom expliquer que la musique de Richard Wagner avait inventé le plaisir de la catastrophe. Et mieux que ça, c'était chez Wagner que l'apocalypse était devenu pour la première fois un spectacle. C'est-à-dire non plus une situation historique, mais le but de l'histoire, sa révélation même. Sachant que les pompiers avaient débarqué moins de 10 minutes après que mon père les eût appelés, et ils étaient une véritable armée. Ils étaient au moins une douzaine à envahir l'appartement et à se précipiter dans la chambre où gisait ma mère pour tenter de la ranimer. Et ils avaient fait tout leur possible pour la sauver. Près d'une heure durant, ils s'étaient acharnés dans l'espoir de faire repartir son cœur. Ils avaient même été jusqu'à ouvrir son thorax pour pratiquer une intervention de la dernière chance. Et ce qui est fascinant dans la musique de Richard Wagner, c'est qu'il s'agit d'une musique qui ne connaît pas le temps, car elle ne cesse
d'éterniser l'instant à force de développement toujours plus continu et de progression chromatique toujours plus écrasante dont on n'entrevoit jamais la fin, et au bout d'une heure, les pompiers avaient finalement laissé tomber. Ils avaient renoncé. Ils étaient en âge et ils ne pouvaient plus. Ils avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir, et les jours, les mois et les années se figent dans la musique de Richard Wagner, qui, par parenthèse, était végétarien, comme Hitler était végétarien, et par parenthèse, le chef des pompiers avait pris mon père à part, et il lui avait notifié l'heure du décès de son épouse, ma mère. Ou, pour le dire autrement, le temps n'évolue pas dans la musique de Richard Wagner. Il s'écoule indéfiniment vers un ailleurs indéfinissable, ce qui provoque une réécoute continuelle, ce qui est techniquement très astucieux. L'histoire cesse d'être un processus à l'œuvre, tout paraît aboli, d'où la fascination, d'où l'espèce d'hypnose et de torpeur sourde et lourde qui s'empare de l'auditoire, en plus de causer une espèce de mal de mer, parce que lorsqu'on écoute la musique de Richard Wagner, c'est comme si on se laissait porter par une houle puissante et monotone, et sans prévenir, sans s'être concertés, les pompiers avaient rangé leur attirail, et d'un même mouvement, à toute vitesse, ils avaient tous déguerpi. Comme une nuée d'insectes, ils s'étaient envolés vers d'autres drames musicaux, en faisant un boucan d'enfer dans les escaliers, et mon père était resté seul avec le cadavre de sa femme allongé sur la moquette. Il était resté dans un silence de mort, et il était resté tout seul avec le cadavre de ma mère, son épouse, l'amour de sa vie allongé sur la moquette, un drap couvrant son thorax ouvert. Il n'en revenait pas que les pompiers aient pu la laisser dans cet état, et le laisser tout seul avec elle dans cet état. Allongé au milieu de la chambre, le thorax ouvert, un drap la couvrant. Il octait à l'autre bout du fil, elle était encore là, dans la chambre. Ô Seigneur, il ne savait pas quoi faire. Il s'excusait de pleurer comme ça au téléphone, mais il ne pouvait plus s'empêcher de pleurer. C'était plus fort que lui, une vraie Madeleine, merde alors. Il avait envie de vomir. Il n'arrivait plus à respirer. Ce n'était pas possible qu'elle soit morte. Ce n'était pas possible. Alors qu'il dormait juste à côté d'elle. Alors qu'il la tenait, pour ainsi dire, dans ses bras. Alors que c'était tellement affreux qu'elle soit morte. Personne ne pouvait comprendre, s'imaginer ce que lui. Ah, il ne disait pas ça pour moi, c'était ma mère aussi, bien sûr que c'était ma mère. Cela devait sûrement me faire quelque chose, à moi aussi, mais ce n'était pas pareil. Est-ce que je me rendais compte que ces abrutis de pompes funèbres ne viendraient que dans l'après-midi ? Ils ne pouvaient pas venir avant, ces abrutis s'en fichaient complètement de le laisser tout seul avec le cadavre de sa femme, de ma mère, de son amour, de toute une vie allongée comme ça sur la moquette, dans cette obscénité pitoyable et dans cet abandon épouvantable. C'était affreux de la voir comme ça, morte, allongée comme ça sur la moquette, avec sa chemise de nuit déchirée. C'était sa chemise de nuit préférée, celle avec des petites fleurs. Ce n'était pas bien de la laisser comme ça, non, ce n'était pas bien. Au téléphone, mon père m'avait dit une fois que je ne lui avais jamais entendu qu'elle était allée prendre un drap propre dans la penderie, et avec ce drap propre, il avait couvert le cadavre de sa femme, ma maman, qui gisait sur la moquette. Il l'avait enveloppée comme dans un suaire, et n'est-ce pas qu'il avait bien fait ? C'était tout de même plus respectueux. Les gens sont tellement irrespectueux de nos jours, avait-il dit dans le combiné, presque un cri. Les gens sont tellement cons, de vrais connards. Ils ne comprennent rien à rien. Alors qu'elle était si gentille. N'est-ce pas qu'elle était gentille ? Tu le sais, toi, qu'elle était gentille. Il n'y avait pas plus gentille qu'elle, et il suffit d'écouter la musique de Richard Wagner pour ressentir qu'elle pousse au plus loin les tensions du système tonal. Elle les pousse au maximum de leurs possibilités. Elle les fait craquer autant qu'elle le peut. Elle les fait brailler, comme si elle voulait libérer la musique de tous ses carcans. Oui, elle fait croire qu'elle va aller au-delà des frontières connues. Et puis non, pas du tout.
Richard Wagner ressaisit systématiquement sa musique au dernier moment, et l'auditeur se dit ouf. L'auditeur se dit waouh, j'ai failli subir un grand péril, le monde a failli s'effondrer sur ses bases. Mais finalement, tout va bien. Tout va bien. Il y a dans la musique de Richard Wagner, disait le type à la radio, une façon de faire miroiter la liberté sans jamais l'accorder. Surtout pas, au contraire. Cette musique s'ingénie à emprisonner la liberté dans le désir même de la liberté. Elle restitue la totalité de son conditionnement. Elle est comme faire l'amour sans jamais jouir. Et c'est intentionnel car c'est la volonté de cette musique que de n'aller véritablement nulle part en mettant jusqu'à 12 ou 14 heures pour y aller. C'est sa volonté de faire durer ce qui n'est pas un plaisir, mais une volonté de terrasser l'auditeur, une volonté de puissance, ce pourquoi elle est fondamentalement assommante, foncièrement crispante, à toujours faire monter la pression et à la faire culminer toujours plus haut, par vagues incessantes, toujours plus monstrueuses, allumant sans fin la mèche d'une catastrophe à venir et provoquant en permanence l'attente d'une solution finale, comme une aspiration fanatique et triomphale, mais sans jamais parvenir à la formuler musicalement, sans jamais lui trouver une issue, ni résoudre l'attente autrement qu'en suscitant de nouveau une attente encore plus grandiose. Et ce type à la radio parlait-il de M? La connaissait-il? Ce n'était pas possible autrement. Je te jure, papa, on dirait son portrait craché. C'est d'elle dont parle ce type à la radio depuis tout à l'heure. C'est tout à fait elle. Cet emploi abusif de la mélodie infinie et M comme mélodie infinie. Aucun doute. C'est M pour de vrai. La musique de Wagner est une tendance profonde chez elle. Oh oui, je suis bien placé pour le savoir, je te jure. Et jusqu'à cet accord, paraît-il, prodigieux au début du prélude de Tristan et Isolde, accord, paraît-il, impossible à définir, accord de dominante simplement altérée, sauf que personne ne parvient à dire depuis 150 ans s'il est vert ou s'il est bleu, ou s'il est vert-bleu, ou bleu-vert, ou vert avec des points bleus. Et sais-tu de quelle couleur étaient les yeux de M? De quelle couleur son être? Quelle nature son processus amoureux sous un emballage ô combien séduisant? Tu m'écoutes, papa? La machine à café de marque Illico, elle faisait dégringoler les gobelets en émettant un accord de dominante altérée? À ton avis? De toute façon, je viens par le premier train. Évidemment que je ne vais pas te laisser seul, évidemment que j'allais le soutenir et l'aider dans les démarches qui n'allaient pas manquer, les formalités, bien sûr que j'allais venir. Quelle question! C'était ma mère aussi. C'était normal qu'il pleure, évidemment. S'il ne pleurait pas, qui alors? Bien sûr que c'était normal. Qu'il se demande ce qu'il allait maintenant devenir à son âge, tout seul, après 50 années de mariage, bien sûr, cette inquiétude, cette peur, cela allait faire un vide immense, un vide affreux. Cela n'allait pas être facile, cela allait être extrêmement difficile. Et il devait dès à présent se préparer à... Cela prendrait du temps avant que... Forcément. Je n'avais aucune réponse à la mort de maman, sa femme. Mais il devait cependant s'y attendre un peu. Ce n'était tout de même pas une surprise que maman soit morte. Ce n'était pas une totale surprise, vu l'âge qu'elle avait, sans parler du reste. Nous mourrons tous un jour ou l'autre, et n'avait-il jamais songé que cela puisse arriver? Il ne s'était jamais dit que cela surviendrait un jour ou l'autre, à l'âge qu'il avait et à l'âge qu'elle avait, sachant le reste. Il ne s'était pas préparé à cette éventualité, même pas un petit peu. Ah bon, ok. C'est vrai que maman était une femme extraordinaire, bien sûr qu'elle l'était, bien sûr qu'il n'y en avait pas deux comme elle, bien sûr que j'allais venir, bien sûr qu'il allait y avoir des frais, l'enterrement, tout ça, mais qu'il ne se soucie de rien, j'allais m'occuper de tout. Il fallait surtout qu'il pense à lui, il allait surmonter cette épreuve, il avait encore beaucoup de belles choses à vivre, bla bla bla. Mais non, ce n'était pas la fin du monde, allons donc, il pouvait me croire. Viendrait un jour où il retrouverait le sourire. Bien sûr que oui.
Nous retrouvons toujours le sourire, parfois plus vite que nous ne l'imaginons. Moi aussi j'allais retrouver le sourire. Il n'y avait pas que M au monde. Oui, il allait s'en sortir. Nous allions tous nous en sortir. Ce n'était qu'une question de temps, il pouvait me croire. Mais non, il ne l'oublierait jamais. Qu'allait-il imaginer? Mais non, ce n'était pas sa faute, quelle bêtise de penser ça. Il fallait bien qu'il dorme de temps en temps, il ne pouvait pas veiller sur elle 24 heures sur 24. De toute façon, elle ne s'était pas suicidée, elle était simplement éteinte. Elle s'était doucement éteinte pendant son sommeil. Il n'avait rien à se reprocher, ce n'était pas de sa faute. Il n'avait aucune raison de culpabiliser, maman ne serait pas d'accord, au moins n'avait-elle pas souffert. C'est bien ce qu'avaient dit les pompiers. C'était important qu'elle n'ait pas souffert. C'était important qu'il ne culpabilise surtout pas. C'était plus facile à dire qu'à faire, oui, mais il ne fallait pas, il ne devait pas, bla bla bla. De toute façon, j'allais prendre le premier train. J'allais prendre soin de lui. J'allais m'occuper de tout, le temps de prévenir au boulot et de m'organiser, et je serais là en début d'après-midi par le train de 14 heures et quelques. 14 heures et quelques. C'est ça, le train habituel, toujours le même. Je n'allais pas le laisser tout seul, bien sûr que non. Je n'allais pas le laisser tomber, il n'en était pas question. Il pouvait compter sur moi, il croyait quoi? Il connaissait la musique de Richard Wagner?